Bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, le futur du travail, avec un passionné, Frédéric Michel Chevalier. Bienvenue. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Tu es fondateur de Innovisio. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et pourquoi tu t'es intéressé justement à cette question du futur du travail ? Alors, j'ai presque un parcours de slasher. Je suis passé par plein de choses. J'ai une formation à la base en relations internationales, sciences politiques, mais très rapidement, je me suis intéressé à la tech, à la communication, des choses comme ça. J'arrive dans les années 2010, je me lance dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la legal tech avec une start-up et arrive la crise sanitaire et le confinement. Et là, je vois les entreprises se mettre en télétravail. Ça faisait, parce que j'ai toujours fait de la formation à côté de mes activités, donc ça faisait, je sais pas, depuis 2008 que j'animais des formations et j'ai accompagné plus de 1000 personnes dans des entreprises de toute taille sur la mise en place de travail collaboratif, de plateformes collaboratives. Dans le cadre de ma start-up, je manageais depuis déjà 5 ans une équipe en mode hybride à travers 2 pays, 2 continents et 3 cultures parce que j'avais une branche à Casablanca et donc on avait aussi des Africains qui étaient présents dans notre équipe de développement. Et je me suis dit, quitte à ne pas avoir d'activité, peut-être que je pourrais aider. Et c'est comme ça que j'ai vu ça. Et en voyant arriver et progresser le télétravail, je me suis dit, il devenait très évident qu'il y avait un monde d'avant, un monde d'après, que ce monde d'après n'allait plus ressembler à ce qu'on avait connu. Et voilà comment on tombe comme Obélix dans la marmite du futur du travail, quoi. C'est génial. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de ta vision du marché du travail en 2030. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le dis, il y a un avant et après cette crise sanitaire. Toi, comment tu vois la vision du marché du travail en 2030 ? Le marché du travail en 2030 va être profondément, radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors la première des choses, le CDI ne sera plus la norme. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, il faut voir par quoi on le remplace. Mais le CDI ne sera plus la norme. Bonne nouvelle, on ne vendra plus son temps. Parce que ça, c'est un vieux système qui remonte en fait de la première révolution industrielle, de l'usine, où on va vendre du temps en échange d'un salaire. Donc, on vendra des compétences et une aptitude à obtenir un résultat. Ça, c'est vraiment déjà les deux premiers fondamentaux. Deuxièmement, on va avoir un futur qui va être hybride. C'est-à-dire que on voit bien qu'il n'y aura pas de recul sur le télétravail, mais ce qui va changer, c'est pas tellement l'évolution du télétravail, c'est qu'il va falloir réinventer le présentiel, réinventer les espaces de bureau, réinventer les interactions, parce qu'on va vite comprendre que ça n'a pas grand sens d'amener quelqu'un dans un open space pour faire en étant dérangé ce qui fait mieux tranquille de chez lui ou de n'importe où dans le monde d'ailleurs. Ça, c'est aussi une des évolutions. Il y a une autre chose, c'est que ça change complètement la nature et le rapport qu'on a à l'entreprise. On parle souvent de la culture d'entreprise, mais jusqu'à présent, on a associé l'entreprise à un lieu. On va au bureau d'entreprise, qui est quelque chose d'abstrait. Pour n'importe qui, c'est le bureau. Le bureau disparaît. On va changer le rapport au temps parce qu'évidemment, on va continuer à évoluer et on va s'apercevoir qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le monde qui travaille de 9h à 17h ou de 9h à 18h. Donc, on va tirer parti parce qu'il y a un énorme levier qui est la synchrone. Et puis, on va introduire une nouvelle dimension. J'étais il y a 2 jours à un workshop de démonstration de comment on pouvait collaborer dans le métaverse. Et on va s'apercevoir qu'on va avoir un autre lieu de rencontre, mais qui est dans cette nouvelle dimension qui est le métaverse. Donc ça fait quand même pas mal de changements qu'il va falloir digérer. Et il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que qui va être sur le marché du travail à ce moment-là ? Ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc ceux qui peuvent avoir des réticences au changement ne seront plus là. Il n'y aura plus que 23% de génération X. Et on aura 32 de Y et 34 de Z. Donc, en fait, un tiers, mais ça représente déjà 60% de gens qui sont plus à l'aise avec le digital. Et on aura aussi l'arrivée des alphas. Il y aura 11% de génération alpha sur le marché du travail en 2030. Donc, le rapport qu'ils vont avoir à ces nouvelles technologies, au métaverse, à d'autres manières d'interagir finalement avec les autres, va être radicalement différent. Justement, tu parles du métaverse, il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. C'est quoi les futurs métiers en fait du marché du travail en 2030 ? Alors, c'est là qu'il faut vraiment prendre en compte des choses dont je ne suis pas sûr qu'on mesure vraiment la portée. On va avoir dans les années qui viennent, très rapidement d'ici 2030, un véritable tsunami sur les métiers. D'ailleurs,
on peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Il y a une étude de Dell qui, en 2017, déjà prévenait que 85% des métiers de 2030 n'existaient pas. Ah oui, c'est beaucoup. Et ils sont pas beaucoup moins, ils sont pas beaucoup plus à exister aujourd'hui en réalité, parce que si vous faites une recherche sur Google, vous allez percevoir, en mettant exactement le titre d'étude, en 2017, toute la presse, tout le monde en a parlé. Et depuis, c'est silence radio, avant la pandémie et après la pandémie. Donc en réalité, il y a plusieurs pressions, mais il y a une pression technologique qu'on commence à entrevoir enfin, qui est automatisation, intelligence artificielle, objets connectés, métaverse ou d'une manière générale aussi toutes les technologies du Web3. La blockchain, par exemple, va changer ne serait-ce que tout le système bancaire. Et le tiers de confiance, on va arriver, le Web3, ça amène une organisation numérique décentralisée. Donc tous les rapports, les interactions, cette notion de tiers de confiance va complètement changer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça va très très vite. Quand j'en parlais l'année dernière, on me disait oui, mais on a le temps, 2030 c'est loin, puis tu es un peu optimiste, tu t'emballes. Sauf que, souvenez-vous, l'année dernière, on a vu apparaître l'automatisation, y compris chez les freelances, les solopreneurs. Notion, tout le monde a voulu automatiser son business avec Notion. Donc on n'avait pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur, d'informaticien ou quoi que ce soit pour plonger là-dedans. On arrive avant la fin de l'année 2022, arrive ChatGPT et on découvre. C'est pas une technologie nouvelle parce que cette intelligence artificielle, elle est déjà présente là. Pourquoi est-ce qu'on fait de belles photos maintenant? Pourquoi on se trouve beau quand on va sur Instagram? Justement parce que il y a déjà de l'intelligence artificielle partout. Il y en a dans la voiture, il y en a partout. Par contre, pour la première fois, OpenAI a mis entre les mains du grand public un outil d'intelligence artificielle conversationnelle, qu'on appelle une intelligence artificielle générative, ce qui est d'ailleurs capable de créer du contenu. Et là, tout le monde prend conscience que ça arrive. 3 mois après, on passe de GPT-3 ou 3.5 à GPT-4. Et là, on arrive avec du multimodal. On va pouvoir travailler sur des images, des photos. On a vu aussi des intelligences artificielles qui permettent de créer des images type photo, illustration, mais aussi de la vidéo. On a la synthèse vocale. On a toutes ces composantes de l'intelligence artificielle qui arrivent, qui sont là. Les objets connectés, ils sont déjà là. La 5G, avec toute la Smart City, ça va faire interagir pas mal de choses. La blockchain, les smart contracts, qui sont des contrats qui s'exécutent automatiquement. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir maîtriser des compétences qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas. Comme on ignore les métiers de 2030, bien évidemment, on ne forme pas au métier de 2030. Et donc, à partir de là, va naître toute une série de besoins. On voit les difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui à recruter, à être attractives, à attirer les talents. Mais il y a une autre dimension, et ça, pour les freelances, c'est vraiment important parce que c'est là qu'il y a une carte à jouer, une opportunité. Ils peuvent être les grands gagnants du Future of Work. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui, aujourd'hui, ont cette capacité d'être suffisamment agiles pour aller se former, faire de la veille, développer des trucs, tester dans le test and learn, dans une agilité extrême. Mais d'ici peut-être 18 mois, ils seront pour certaines compétences dont les entreprises ont besoin, ils vont être les seuls à pouvoir y répondre parce qu'ils ne sont pas dans des process lourds. Je suis convaincu que l'ensemble du système de formation, mais quand je dis le système de formation, j'inclus les mécanismes de financement type Calliope et compagnie, j'inclus les organismes de formation. Je travaille avec eux depuis 90, je vois bien qu'on est encore resté dans des visions un petit peu anciennes de la formation. Le workflow dans une boîte, quand vous avez besoin d'une formation dans une boîte, entre le moment où vous demandez votre formation, vous l'avez, il se passe 16 mois, entre 10 et 16 mois. Mais ça va aller tellement vite, ça va accélérer. On le voit 3 mois sur les 2 versions de ChatGPT, que ça n'ira pas. Donc, il va falloir trouver ces talents. Et les seuls qui seront capables de répondre à ça, qui auront aussi un peu ces mad skills, comme on dit, ces compétences totalement atypiques, et ben, c'est les freelances. Et là, il y a un grand message d'espoir que je suis ravi de porter ici sur votre plateau, parce que c'est vraiment l'opportunité rare dans l'histoire de construire ce Future of Work et d'en être les grands gagnants. Super, on comprend bien que les freelances ont une carte à jouer, c'est génial. Moi, ce que j'aimerais qu'on relate aussi par rapport au futur du travail, et on l'a vu dans une étude que freelance.com a menée avec l'IFOP, c'est que aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a une guerre des talents. On voit d'ores et déjà en fait qu'il y a un peu une inversion du rapport de force, c'est que de plus en plus les salariés se sentent
en position de force dans les négociations salariales, des choses comme ça. Est-ce que ce rapport de force va continuer d'évoluer et comment il sera perçu en fait en 2030 selon toi? C'est la logique des choses parce que déjà aujourd'hui, les entreprises qui sont récalcitrantes au télétravail, plus d'un candidat sur deux renonce ou refuse une offre d'emploi parce qu'il n'y a pas de télétravail ou parce qu'il n'y a pas assez de télétravail. À partir du moment où il va y avoir un déséquilibre entre les besoins de compétences, de talents des entreprises et ceux qui sont capables de les apporter, ça met ceux qui les maîtrisent dans une position très forte. Donc c'est vrai pour les salariés. Et on assiste, je pense, depuis grosso modo la fin de la pandémie, à même type d'inversion de rapport de force que le Web 2 avait apporté à partir de 2007-2008, où il y a eu un rééquilibrage du rapport de force entre les marques et les consommateurs. Il suffisait plus de dire et de décréter parce qu'on était une marque à coup de slogan et d'affirmation. Le Web 2 a permis aux consommateurs de s'organiser en réseau, d'aller chercher des avis, de vérifier. Et donc, on voit bien que les marques sont devenues copropriétaires, co-gérantes en fait de leur image de marque. Eh bien, on va avoir la même chose aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire que il y a les talents, donc peu importe leur statut, il y a les talents qui vont se retrouver en position de force pour négocier. Que ce soit des négociations salariales, comme tu l'as dit, que ce soit simplement des conditions de travail ou l'envie d'adhérer. On le voit aujourd'hui. Ce que je disais sur les générations, avec la montée en puissance de la génération Z sur le marché du travail et des alphas, la quête de sens, le besoin de s'engager, la vision du monde qui est radicalement différente, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un monde qui a été pensé par des boomers. Mais les boomers sont ceux qui ont, excuse-moi l'expression, bousillé la planète. Donc il y a une sorte de guerre de génération qui fait que la vision sera très différente. Donc si l'entreprise ne s'adapte pas, ça marchera pas. Et paradoxalement, je pense que les très grosses entreprises sont plus armées ou sont plus prêtes. Pourquoi? Parce que comme elles ont déjà du monde et des moyens, elles ont mis des tas de petits labs. Elles testent déjà, elles testent le métaverse, elles testent des nouvelles méthodes de collaboration, elles testent plein de choses, de changement d'organisation des bureaux, ce présentiel où on va être plus pour se rencontrer, soit pour co-construire, soit pour innover, soit pour faire autre chose que d'être simplement au bureau, ce que les entreprises de taille moyenne ne font pas. Et puis, on va voir émerger aussi des entreprises qui vont être très attirantes parce que justement, cette rupture technologique fait qu'on va avoir les futures licornes de demain qui viennent de nulle part. On les voit pas venir, mais ce sont elles qui vont attirer en priorité les talents, pas les entreprises vieillissantes. Donc, les grandes vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Puis comme souvent, elles sont multinationales, donc elles ont aussi un œil pour regarder ce qui se passe, parce que en France, on est très village d'Astérix, réticence au changement, mais il se passe des choses extraordinaires sur des sujets comme, l'autodétermination du salaire. Je crois que tu étais à la soirée organisée par Samuel Durand là pour son lancement de son Expedition Night, son documentaire Time to Work, ouais. Voilà, tu as vu cette entreprise vietnamienne où en fait on a un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau au réseau, un système d'influenceurs. Et si moi j'estime que mon salaire il doit être augmenté de 1 000 €, je vais le proposer. Et puis ça va être une discussion comme on a sur LinkedIn avec des commentaires, des likes, et jusqu'à ce qu'on arrive à savoir si oui ou non ça peut se faire. Mais je sais pas, t'as dû être surpris de voir arriver ça au Vietnam. Tu pouvais t'attendre ça n'importe où, mais pas en Suède, je sais pas où, mais pas au Vietnam. Donc voilà, puis on va pas faire le tour du monde, mais il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont très en avance sur notre façon de voir en France, qui s'organisent et qui vont conditionner ce rapport de force. Et dernier point pour les freelances, il y a une carte à jouer quand je dis ils seront les grands gagnants, parce que finalement ils auront la clé. Donc le freelance qui a été parfois un peu méprisé parce que soit c'était un doux rêveur qui avait pas envie, qui voulait vivre sa petite vie cool et tranquille, soit c'était le loser à qui Pôle emploi avait fini par dire au bout d'un certain temps, écoute, je peux plus rien pour toi, crée ton boulot. C'était un peu ça avant 2020, la vision des freelances. Ça va être ceux qui seront les plus courtisés. Et ça, c'est un grand message d'espoir. C'est déjà le cas et c'est vrai que chez freelance.com, on le voit au jour le jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que aussi, je crois que j'ai vu sur LinkedIn que tu préparais un livre qui s'appelle Génération Télétravail. Donc la génération d'aujourd'hui qui justement connaît le télétravail, comment elle va s'imbriquer justement à ce marché du travail en 2030? Alors en fait, comme l'idée avait germé justement à l'époque de la crise sanitaire, j'avais appelé ça Génération Télétravail, mais je vais te confier un secret, c'est pas une question d'âge.
Et c'est pas une question de télétravail. En fait, c'est un bouquin qui va raconter le cheminement avec une vision justement un peu prospective sur 2030. Et j'ai voulu vraiment, parce qu'au départ, je m'étais dit, je vais faire une sorte de mode d'emploi, de manuel du management hybride et puis intégrer les évolutions technologiques. Mais en fait, non. C'est l'histoire finalement de un peu les anciens combattants de 2020, c'est-à-dire cette génération qui a vu, il y a 3 ans, le monde basculer et qui a découvert qu'un autre modèle était possible. Et à partir de là, on pouvait plus leur opposer « non, on fonctionne comme ça et c'est pas possible » et autres. Ils ont découvert, ils ont pris conscience. Certains ont pris la voie de la grande démission. Pas forcément d'ailleurs pour quitter le salariat, mais pour refuser déjà de bosser dans des entreprises avec lesquelles ils n'étaient pas en accord en termes de partage de valeurs ou de choses comme ça. Donc, il y a ce cheminement. Beaucoup se cherchent. Et beaucoup vont devoir pivoter, notamment ils sont partis en soloprenariat en pensant des trucs, ça marche pas, mais ils vont évoluer parce que la dynamique est positive. Donc c'est de raconter tout ça et de mettre tout ça, j'allais dire en perspective. Alors certes, le fait du télétravail, mais celui-là il est entendu, mais avec des facteurs de pression sur cet avenir du travail que sont le facteur technologique, je viens d'en parler, la question environnementale, parce qu'il y a quand même un moment où on va se poser des questions de faire des grandes transhumances tous les jours, quel que soit le moyen de transport plus ou moins écologique utilisé, c'était peut-être pas bien. Aussi la question de la qualité de vie. Personne n'a envie de se taper 1h40 de transport s'il peut faire autrement. Donc il y a aussi toute cette recherche de proximité que l'on voit dans la nouvelle, ça va bien, des circuits courts, des choses comme ça. Donc, travailler beaucoup plus pour des raisons environnementales et sociales dans un contexte de proximité. Et il y a une autre question qu'on a oubliée parce que justement, avec la pandémie, les élections régionales étaient un petit peu loin. Mais le sujet numéro 1 aux dernières élections régionales, c'était le rééquilibrage des territoires. En France, on a un territoire qui est vaste. C'est même plus des petits villages. On a des zones qui se désertifient. On supprime des services publics, on ferme des classes pour aller retirer de l'argent liquide. On dira, il n'y aura plus besoin de liquide. Mais enfin, aujourd'hui, pour aller retirer de l'argent liquide, il faut prendre sa voiture, ce qui n'est pas top d'un point de vue écologique. Il faut faire 15 minutes pour trouver le premier distributeur et s'il est en panne, ainsi de suite. Donc, on arrive dans une situation où on tasse dans les grandes métropoles la population, donc principalement l'Île-de-France, Rhône-Alpes, parce que ce sont les bassins d'emploi. Ces zones sont saturées. On pollue, on vit mal, le logement est cher, le coût de la vie est cher et on est stressé parce qu'il faut se déplacer. Ça n'a aucun sens. Et ça coûte infiniment moins cher d'aller tirer une fibre à partir d'une liaison satellite pour amener du très haut débit dans un village au fin fond de la France que d'aller construire des infrastructures de transport comme le métro du Grand Paris, qui de toute façon sera probablement saturé. Il a été décidé en 2007. Et il sera inauguré à partir de 2025, mais il sera terminé en 2030-2035. Donc, avec ces flux migratoires, il sera déjà saturé. Et on va continuer comme ça, alors qu'on pourrait avoir meilleure qualité de vie, meilleure qualité environnementale, et puis ce rééquilibrage économique qui fait qu'on évite d'avoir de la désertification. Merci beaucoup pour cette interview, c'était passionnant. Je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous l'avez compris, il y a des opportunités aujourd'hui sur le marché du travail et j'espère que ça vous aura plu, ce sujet sur le marché du travail en 2030. Vous pouvez retrouver toutes les interviews Changemaker sur notre chaîne YouTube freelance.com et sur nos chaînes de podcast.